Le déchiffrage avec deux fintech aujourd'hui qui nous accompagnent. Charlotte Tamer, directrice du développement de Shares, et donc une autre fintech également, Cashbee, et son fondateur Mark Teppelman. Bonjour à tous les deux. Merci d'être avec nous sur BFM Business. Avec vous, on va aborder quelques sujets qui vous concernent, vous, auditeurs, téléspectateurs de BFM Business. Dans un instant, nous allons parler des taux, mais aussi comment placer 10 000, 20 000 ou 30 000 euros, et puis surtout des junk bonds avec un mois de juin qui a été record. Juste avant, un mot quand même du private equity. Là, on a passé le premier semestre. Dans quelques semaines maintenant, les différents opérateurs vont devoir donner le prix des nouvelles parts, des parts de private equity. Mark Teppelman, on rappelle, le private equity, c'est le non coté. Ce sont des PME, bien souvent même des ETI, dans lesquels sont placées des parts d'investissement. Exactement, et je pensais qu'il était opportun d'adresser le sujet des fonds de fonds en private equity. Alors, dès que j'entends moi le terme fonds de fonds, les poils m'hérissent parce que ça veut dire qu'on paye deux fois des commissions dans un premier temps au fonds de fonds qui, lui, va investir dans des fonds de private equity qui va facturer également des commissions. Donc, dans le principe, je suis plutôt contre. Il se trouve que je fais une exception pour le private equity, tout simplement parce que c'est compliqué pour un investisseur personnel, un épargnant individuel, de mettre de l'argent dans les fonds de private equity. Déjà, il faut les trouver. Ils sont souvent très discrets. Deuxièmement, il faut beaucoup de moyens parce que souvent, ces fonds de private equity mettent la barre assez haut pour l'investissement minimal. Ça peut être 1 million, voire plusieurs millions d'euros par fonds. Et donc, le fonds de fonds permet d'abord de diversifier beaucoup plus ses placements dans des actifs illiquides, d'accéder à des fonds qu'on ne connaissait peut-être pas. Enfin, moi, je ne connais pas nécessairement un fonds de private equity finlandais, un fonds de private equity portugais. Et donc, le fonds de fonds en private equity, ça fait partie de ces rares instances où payer deux fois des commissions, on le fait parce qu'il y a un réel objectif derrière, c'est de pouvoir accéder à une multitude de fonds de private equity et ainsi de diversifier ses placements pour des montants qui sont accessibles. Alors ça reste élevé, mais un fonds de fonds typiquement est accessible à partir de 100 000 euros et non pas 1 million d'euros ou plus. Et donc pour toutes ces raisons-là, les investissements en private equity pour une personne relativement fortunée mais qui n'a pas les moyens pour mettre plusieurs millions dans cette classe d'actifs, le fonds de fonds est une solution toute trouvée. Une solution avec, vous venez de le dire, Mark Teppelman, Charlotte Tamer, en dessous de 100 000 euros, c'est compliqué ? Ça s'adresse à des épargnants quand même qui ont un certain patrimoine. Oui et non. Enfin, il y a une grosse démocratisation depuis quelques années du private equity, notamment avec des fonds de fonds qu'on appelle les FCPR et donc qui sont accessibles, je crois, à quelques milliers d'euros pour les plus petits budgets. Ce qu'il ne faut pas oublier, ce que dit Marc est assez intéressant. Effectivement, les fonds de fonds, on a vu beaucoup apparaître, pour la petite histoire, on les a vu beaucoup apparaître autour des années 2000, 2010, quand on a fait les contrats d'assurance vie à architecture ouverte, où tout le monde n'avait pas forcément la capacité à gérer un fonds en direct. Et donc, on faisait de l'assemblage de différents fonds, de différentes sociétés de gestion sur lesquelles on remettait un nom dessus. Et effectivement, selon la classe d'actifs, comme on double les frais, il faut que la classe d'actifs sous-jacente soit particulièrement rentable pour pouvoir absorber les frais de deux fonds successifs, les frais administratifs. Il ne faut pas oublier que le private equity, il y a encore peu de temps, n'était ouvert qu'au milieu institutionnel où les tickets d'entrée se font sur plusieurs millions d'euros. Et donc, comme c'est une classe d'actifs qui est plutôt pas trop liquide, on estime qu'il faut quand même bien la pondérer au sein de son patrimoine. Et donc, au final, pour se démocratiser et pour s'ouvrir à l'investisseur particulier, en fait, on a trouvé cette technique de fonds qui permet de réduire donc, les tickets pour les FCPR à quelques milliers d'euros, pour les FPCI, ce sont les fonds professionnels, mais à destination des particuliers, à partir de 100 000 euros. Et donc, on peut trouver des investissements particulièrement rentables, peut-être pas autant que ce que ferait un institutionnel, tout simplement parce que le ticket d'entrée n'est pas le même et parce qu'on est sur cette structure de fonds, comme l'expliquait Marc, où en fait, on va doubler les frais. Mais il ne faut pas oublier qu'à la base, l'industrie du private equity n'est pas capable, en fait, en direct, de gérer, et là, je parle de la partie back-office, de la souscription administrative, ce que ne voit pas l'investisseur final, n'est pas en mesure de traiter des tickets aussi petits, même si 100 000 euros, c'est quand même une somme conséquente aujourd'hui, mais n'est pas en mesure de l'ingurgiter et donc obligé de fonctionner par cette structure de fonds. Donc au final, on est pour, mais c'est aussi l'une des meilleures, alors on y trouve des avantages, mais c'est aussi la méthode un peu, pas unique, mais c'est l'un des meilleurs moyens d'accéder au private equity pour un particulier aujourd'hui. Et comment aujourd'hui un particulier peut s'y retrouver dans cette jungle, j'ai envie de dire, c'est un peu grossier, mais c'est-à-dire que vous avez une multitude de fonds aujourd'hui, de private equity, avec des performances qui sont très disparates, et puis surtout certaines entreprises qui sont présentes dans le private equity ont des problèmes de liquidité, c'est-à-dire que vous avez malheureusement des fonds qui n'arrivent pas à sortir certaines positions et derrière ça bloque.
Alors déjà, on peut regarder un peu l'historique du gérant, enfin de la société de gestion, Oui. même si les performances passées ne prévalent pas pour les performances futures, et d'où l'importance de bien budgéter son investissement en private equity. C'est pas parce que, en fait, ce sont des classes d'actifs qui sont plus rentables que les classes d'actifs, enfin par défaut, mais que les classes d'actifs traditionnelles qui, elles, sont plus liquides. Et la contrepartie, puisque sur chaque investissement, on le rappelle, s'il y a du plus, il y a du moins, sinon partons en courant. Et la contrepartie, c'est que effectivement, il y a ce risque de liquidité, il y a le risque que la société dans laquelle on investit disparaisse et puis qu'on perde tout, hein, en fait, qui est tout simplement une banqueroute. Et donc, la seule, pour moi, manière réellement de se prémunir, c'est de bien budgéter le montant qu'on met en private equity. C'est pas du corps de portefeuille, hein, c'est pas de la thématique, mais c'est de la diversification. C'est de la diversification, voilà. Donc, généralement, on est sur un facteur du montant global du patrimoine qui va jouer quand même. Si j'ai 100 000 euros de patrimoine ou si j'ai 2,5 millions de patrimoine, c'est quand même pas la même chose. Donc, je vais avoir une pondération à respecter. Et puis ensuite, c'est la diversification, mais qui est proposée par les fonds de fonds. Peut-être un dernier élément à rajouter, c'est qu'un fonds de fonds investit typiquement, notamment dans des fonds primaires. Donc, c'est des fonds qui sont enlevés. C'est de l'amorçage. C'est de l'amorçage. Et donc, le risque, il est total, puisqu'on espère que les fonds qu'on a choisis, l'un en Finlande, l'autre au Portugal, vont faire bien leur métier. Mais ils investissent aussi pour partie en fonds secondaires. Et les fonds secondaires, c'est quand même moins risqué parce que là, on achète des fonds en fin de vie et donc on sait ce qu'il y a dedans. Typiquement, c'est des entreprises qui ont peu de risques de faire défaut. On va peut-être pas réaliser les mêmes multiples à la sortie, mais ça permet aussi de lisser un petit peu le fameux phénomène de la courbe en J, qui fait que lorsque vous investissez en direct dans un fonds en private equity, les premières années, il faut s'attendre à une revalorisation à la baisse, parce que les frais vous sont facturés, mais les investissements n'ont pas encore porté leurs fruits, et ce n'est que au bout de la 5e, 6e année qu'on commence à réaliser les sorties, et donc de réaliser les gains visés. Cette courbe en J, elle peut être amortie, elle peut être lissée grâce à l'investissement dans des fonds secondaires, où on peut réaliser plus rapidement les gains visés. Parlons des produits de taux désormais, avec d'un côté les banquiers centraux, notamment en Europe, qui baissent leurs taux, et puis de l'autre côté, on le voit sur le marché obligataire, des rendements qui restent quand même pas élevés, mais en tout cas qui ne suivent pas la baisse des taux. Hein, donc on a quand même une courbe persistante. Comment ça se traduit aujourd'hui pour les épargnants ? Je pensais que c'était intéressant d'aborder ce sujet effectivement, parce que la courbe des taux, qui est censée être pentue, pendant un certain temps, et notamment au début de l'année 2024, était inversée. Ça veut dire tout simplement que les taux longs, représentatifs par les obligations longues étatiques, étaient inférieurs aux taux courts. On peut prendre l'interbancaire ou même le 2 ans. Et donc, cette inversion des courbes s'est exprimée par une différence de taux de moins 0,40 entre le 10 ans allemand et le 2 ans allemand au début de l'année 2024. Aujourd'hui, ça s'est radicalement inversé. La courbe s'est normalisée. Le 10 ans Bund est à 2,63 et le 2 ans est tombé à 1,86. Ça veut dire quoi pour l'épargnant très, très concrètement, très tangiblement? Ça veut dire que les livrets bancaires qui dépendent notamment des taux interbancaires deviennent de moins en moins attractifs, et ça vaut aussi pour les livrets réglementés. Il est assez clairement annoncé que le taux sur le livret A va probablement tomber aux alentours de 1,70 au mois d'août, alors que pour un fonds euro, autre produit favori des Français qui cherchent des placements très sûrs, peu risqués, voire pas risqués du tout. Sur le fonds euro, le fait que les taux longs restent à des niveaux relativement élevés, voire s'élèvent encore un peu plus, ça fait que le fonds euro, dans la durée, va pouvoir continuer à délivrer des rendements plutôt attractifs, on va dire aux alentours de 3%. 3% sur le fonds euro, 1,7% sur le livret A. On voit clairement que dans l'univers des placements sûrs, stables, sans risque, le fonds euro est en train de l'emporter vis-à-vis du livret A. Avec notamment, dans le même temps, les produits à échéance, les livrets datés, qui voient aussi leur rendement baisser, Charlotte Tamer. Oui, c'est ce qu'on expliquait, qui sont liés plus au taux court plutôt qu'au taux long, donc avec un impact direct. Pour autant, est-ce que ça va pousser les épargnants à arbitrer la masse contenue sur les livrets bancaires, soit vers le fonds euro, soit vers des investissements plus juteux comme le private equity ou peut-être les marchés financiers? J'en suis pas tellement sûre, mais c'est important de comprendre qu'il y a une différenciation, déjà de comprendre pourquoi les livrets réglementés baissent, parce que tout le monde le comprend pas forcément. Et qu'est-ce qui explique cette différence? Parce que c'est assez, si vous voulez, c'est assez, dans l'esprit collectif, c'est assez similaire au final, parce que le niveau de risque est pas le même, mais je dirais dans l'esprit général, entre un livret bancaire et un fonds euro, au final, si on rentre dans l'univers des risques, on se rend compte que c'est bien différent, mais dans l'esprit commun, je pense que c'est un peu identique. Donc je pense que c'est intéressant de voir que tous les taux, que tous les placements sans risque ne sont pas liés en fait au même produit de taux. Dernière question, il nous reste un peu moins de 4 minutes. Comment aujourd'hui placer une somme d'argent? Alors on a régulièrement des questions
10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 euros peut-être. Alors vous allez me répondre, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre horizon. Mais aujourd'hui, en termes d'allocation, comment dans vos maisons respectives, vous voyez la deuxième partie de l'année? Comment vous voyez le second semestre par rapport à ce qu'on vient de se dire sur les taux, par rapport à la situation sur les marchés financiers, Marc Teppelmann? Si on prend le grand écart que vous soumettez, donc 10 000 euros d'un côté et 100 000 euros de l'autre, l'univers des possibles n'est pas du tout le même. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a 10 000 euros à faire travailler, je préconiserais plutôt de rester prudent et de s'assurer qu'on a mis de côté cette fameuse épargne de précaution qu'on ne peut pas mettre à risque et pour lequel on va chercher le rendement le meilleur, mais sans le risque. Et donc, on peut penser aux livrets réglementés, certains livrets bancaires, l'assurance vie dans sa plus simple expression. À 100 000 euros, l'univers des possibles s'agrandit notablement. Parce qu'on a forcément une partie de cette somme qu'on peut placer à plus long terme et sur lequel on peut aller viser des rendements plus élevés avec les risques qui vont avec. Et 2, on commence à pouvoir accéder à des produits où le ticket minimum fait en sorte que quelqu'un qui a 10 000 euros ne peut pas y accéder. Je pense à, par exemple, le produit structuré ou, et on vient d'en parler, le private equity. Donc à 100 000 euros, on peut commencer à réfléchir à une allocation. Le nombre de supports peut commencer à s'accroître. J'ai nommé le livret pour l'épargne sûre, l'assurance vie en fonds euros pour l'épargne, encore une fois sûre, pour aller chercher peut-être du PEA, voire même des investissements en direct à côté de ces supports un peu classiques. Charlotte Tamer, votre version chez Shares. Encore une fois, alors nous, chez Shares, on ne va pas proposer forcément des allocations type ou des solutions d'investissement, parce qu'on se situe plus au niveau de la tenue de compte, au niveau du SaaS qu'au niveau du conseil financier en lui-même. Mais je dirais, ce que disait Marc, au final, une somme d'argent par rapport à quoi? Une somme d'argent toute seule, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc toujours apprendre quel pourcentage ça représente du patrimoine global. C'est-à-dire que 10 000 euros de 100 000 euros ou 10 000 euros de 10 millions, c'est quand même pas la même chose. Effectivement, moi je dirais que sur la partie très sécuritaire, a priori le fonds euro le remporte face au livret bancaire. Donc si j'avais 10 000 euros à placer de manière sécuritaire demain, j'irais plus peut-être côté fonds euro que côté livret bancaire, puisque les rendements iront en ce sens d'ici la fin de l'année. Et puis après, je dirais, tout dépend du projet. Soit vous êtes vous n'avez pas beaucoup de patrimoine placé, on est vraiment sur des notions de corps de portefeuille. Alors même si on parle beaucoup de private equity, même si on parle beaucoup, notamment les fonds LTIF, qui sont en train de bien émerger sur la place financière aujourd'hui, il y a des choses assez intéressantes en termes de rendement à aller chercher. Il faut bien faire attention aussi à la notion de liquidité. Il n'y a pas que le risque de marché, en fait, quand on investit. Il y a tout un ensemble de choses. Et en fait, je dirais que malgré le contexte économique actuel, on rentre toujours à un instant T et on ressort toujours à un autre instant T. Mais finalement, la performance d'un portefeuille n'est pas liée qu'à la variation du cours de bourse. Il y a aussi toute la partie de distribution de dividendes ou de coupons, facteur si vous êtes en action, si vous êtes en obligation. Je dirais juste, de bien déterminer votre horizon de placement qui déterminera bien le niveau de risque dont vous avez besoin. 2, de bien regarder le niveau de frais qui aura un impact colossal sur la performance. C'est d'ailleurs une des choses qui a le plus d'impact sur la performance d'un portefeuille. Et 3, de ne pas oublier ces conditions de liquidité quand on choisit un placement. On ne l'a pas toujours en tête, mais le risque de liquidité d'un placement est quand même essentiel, facteur de votre projet quand vous investissez. Et c'est une question que bien souvent on se pose trop tard. Et la fiscalité aussi. La fiscalité, mais allons chercher de la performance avant d'aller chercher l'avantage fiscal. Parce que bien souvent, dans l'esprit français, on pense réduction d'impôts, on pense avantage fiscal. Si demain, vous avez une voiture et que vous n'avez pas de moteur, vous n'avez pas de permis, c'est sympa pour faire des photos, mais ça s'arrête là. C'est sur cette image que je vais conclure cette session. Merci beaucoup à tous les deux de nous avoir accompagnés ce matin. Charlotte Tamer, directrice du développement commercial de Shares, et donc Marc Teppelmann, fondateur de Cashbee, donc pour un petit tour d'horizon des placements financiers aujourd'hui. 10h52, comme tous les jours à 7h, c'est le match des traders.